les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui sont toujours d'actualité. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, l'actualité récente l'a encore montré, les animaux sont souvent les premiers sacrifiés dans les temps difficiles. Et en fait, ça ne date pas d'hier. Oui, d'ailleurs, j'ai manqué une accroche très pertinente et je m'en veux. Ça aurait été d'évoquer le joueur de flûte d'Amelin, vous savez. C'est un genre de gourou, lui aussi. Oui. On lui fait évacuer, éradiquer les rats et après, il s'en prend aux enfants. Mais ma première histoire, en fait, est contemporaine de la Révolution française. En février 1793, un général de division de l'armée révolutionnaire, vous connaissez son nom certainement, le général Santerre, produit publiquement le résultat de savants calculs auxquels il s'est livré. Il a constaté que les chiens et les chats du département de Paris consommaient par jour approximativement 3 tonnes de farine, c'est-à-dire la quantité d'une denrée de première nécessité suffisante à la nourriture de 1500 défenseurs de la patrie. Et donc, selon lui, en exterminant toutes ces bouches inutiles, on gagnerait donc annuellement 1,5 million de rations de pain qui font cruellement défaut à la population. Le voilà donc prêchant une croisade contre les chiens et les chats, dont il préconise le massacre général. Alors on lui fait remarquer que ça risque d'être un peu compliqué, qu'il faudra au moins une armée de 20 000 hommes pour effectuer toutes les visites domiciliaires. Il va falloir visiter les chenils, les graviers, les chenils, les greniers et les caves. Et les chats sont particulièrement difficiles à choper. S'ils voient qu'on veut les attraper, ils vont partir sur les toits, dans les gouttières, ça sera impossible. Santerre s'entête et il va vraiment se proposer ce brillant projet au Conseil de la Commune de Paris. Tuons tous les chiens et chats. Mais il doit faire face, heureusement, à un contradicteur de bon sens qui fait remarquer qu'une fois que tous les chiens et chats seront morts, les rats, les souris commenceront à pulluler à la halle aux farines, dans les réserves d'approvisionnement, chez les boulangers, et que cela entraînera des désastres dont il est impossible d'évaluer l'importance. Donc le plan, Dieu merci, est abandonné. Le fait est qu'au cours de l'histoire, quand des vies humaines sont en jeu, naturellement, les vies animales passent toujours au second plan. Ça s'est produit à peu près l'équivalent, une centaine d'années, non plus une centaine, 150 ans plus tard, à la veille de la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. On réalise que l'approvisionnement va être un gros problème. Le pays importe 75% de ses denrées alimentaires par voie maritime. La menace de blocage du pays et de pénurie alimentaire est bien réelle en Angleterre. Alors, est-ce qu'on peut encore se payer le luxe d'avoir un animal de compagnie alors que la nourriture va manquer ? On a commencé par suggérer aux gens d'envoyer leurs animaux de compagnie à la campagne, et puis la menace se faisant plus précise, eh bien, de tout simplement se débarrasser d'eux. Ça a été une directive gouvernementale. Donc lorsque la guerre commence en Angleterre, en septembre 1939, les hôpitaux et les dispensaires vétérinaires sont pris d'assaut par les propriétaires d'animaux qui ont opté pour l'euthanasie de leurs chats ou de leurs chiens. Certains propriétaires s'en chargent eux-mêmes la mort dans l'âme, et en l'espace d'une semaine, plus de 750 000 chats et chiens sont abattus au Royaume-Uni. Évidemment, c'est un fait mineur par rapport à cette guerre, donc c'est pas tellement un sujet mais qui fait débat sur le moment, mais enfin c'est quand même incroyable de penser ça. 750 000 chiens et chats, et puis à partir du moment où il y aura des bombardements en Angleterre, il y aura une seconde vague d'euthanasie. Ce qui est très poignant, c'est que les gens font paraître des adieux dans les journaux, des sortes d'immémoriam, adieu Kiki, on t'aimait bien, je ne sais pas, des choses comme ça. Bon, et en même temps, ça se comprend tout à fait, parce que en Angleterre, le rationnement a duré très longtemps. Ça a commencé le 8 janvier 1940 et ça s'est terminé le 4 juillet 1954. 14 ans. Mais si, parce que largement après la guerre, il y avait des problèmes d'approvisionnement, des problèmes alimentaires. Bon, évidemment, quand même, avec le recul, cette grande campagne d'élimination des animaux a été considérée comme inutilement cruelle et complètement inutile. Inutile et criminelle également, la fameuse campagne lancée en Chine par le président Mao en 58. Une vaste opération d'élimination des 4 nuisibles, le rat, la mouche, le moustique et le moineau. Là encore, comme le général Santerre sous la Révolution française, comme quelques savants anglais en 40, on s'est livré à de savants calculs. Un moineau mange 4 kilos
de grains par an. Donc si on en tue 1 million, ça fait de la nourriture pour 60 000 humains. Alors des centaines de milliers de Chinois se sont mis à éliminer les moineaux, à détruire les nids, à détruire les œufs, à les attraper avec des filets. Toute la population est mise à contribution. À Shanghai, dès le premier jour de l'opération, le 1er décembre 1958, près de 200 000 moineaux sont supprimés. Au total, ce sont 1 milliard de moineaux. 1 milliard de moineaux qui sont éliminés. Dans les campagnes, les gens font le maximum de bruit pour empêcher les oiseaux de se poser. Les moineaux sont effrayés, ils n'osent plus se poser et ils meurent d'épuisement. Et on voit les oiseaux tomber du ciel par dizaines comme des pierres. Plus un oiseau dans le ciel de Chine. Bon, Mao a juste oublié un léger détail, c'est que les moineaux ne mangent pas seulement du grain, ils mangent surtout des insectes, et en particulier des sauterelles qui détruisent les récoltes. Ça va entraîner une épouvantable famine. On estime que cette campagne criminelle, il n'y a pas que ça, mais notamment fera en Chine entre 30 et 55 millions de morts. Et oui, c'est une loi depuis que le monde est monde. Quand l'homme défie bêtement la nature, il arrive que la nature se venge. Plein de philosophie. Merci beaucoup Clémentine.